Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Octave Klaba, le président de OVH, une boîte française qui est un mastodonte de l'hébergement en Europe. Il va nous parler de l'origine assez improbable de sa boîte, de la concurrence féroce avec Amazon et les autres acteurs américains. Évidemment, on reviendra sur l'affaire Shadow. Et enfin, il nous donnera son avis un peu piquant sur les startups françaises. C'est parti. Est-ce que tu voudrais commencer par nous raconter le début d'OVH? Je voulais apprendre en fait comment on code côté serveur. Et donc j'ai acheté un hébergement, j'ai commencé à coder et puis j'ai codé des trucs gratuits que plein de gens ont commencé à l'utiliser. Et mon hébergeur, en fait, il m'a dit un jour et tu pompes trop de CPU, trop de RAM, voilà, ça peut plus t'héberger. Donc j'ai dit attends, coupe pas les sites. Est-ce que tu peux héberger un serveur sur lesquels moi je vais déménager le site? Et il dit OK. Donc, je suis parti, j'étais en Angleterre pendant le stage 1G. Je suis descendu, j'ai acheté un ordi, j'ai pris l'avion jusqu'au Pennsylvanie. Je suis débarqué dans le data center et en fait, les data centers, c'était une cabane à bois au fin fond du jardin dans lequel il y avait une connexion Internet. Donc, je suis arrivé là et j'ai dit, tu peux mettre ton serveur là. J'ai dit, OK, moi, je le pose là. Il a mis l'ordinateur, il a connecté à l'Internet avec un BNC, donc il a coupé les siens, il a branché. C'était hallucinant, en fait. Et ça, c'est ton premier serveur? Ça, c'est mon premier serveur. C'est comme ça que j'ai commencé avec OVHnet et Club des webmasters francophones. Donc, je disais que vous êtes les premiers en Europe. S'il faut dresser un portrait plus large, le marché est quand même aujourd'hui clairement sur le cloud, est clairement dominé par un duopole. Donc, les acteurs américains d'un côté, avec Amazon en tête, et les Chinois de l'autre, avec Alibaba. Est-ce que tu penses que c'est encore possible en 2022 d'y faire face, de faire face à Amazon? Est-ce que c'est peine perdue ou pas? Pas du tout. Pas du tout. C'est la même question qu'on me posait il y a 23 ans quand j'ai commencé. D'accord? J'ai commencé dans un Roubaix, sans capital, sans rien. Voilà où est-ce qu'on en est. En fait, en Europe, on a tout. Il y a plein de gens talentueux, il y a plein de technologies qui ont été développées. Ce qu'on n'a pas, c'est un vaisseau amiral pour agréger tout ça. Et c'est ce qu'on est progressivement en train de proposer, faire. Et avec Shadow, on est en train de faire la même chose, mais au niveau du SaaS. D'accord? L'équivalent de Office 365. Et donc, je pousse ces deux initiatives, personnellement. Donc, moi, je possède OVH à 70% et Shadow à 100%. Et on pousse, en fait, c'est dans ces deux directions-là. C'est hyper intéressant. Et donc, tu vois vraiment Shadow, par exemple, comme un des arguments pour faire face aux géants Amazon et qui pourrait renverser la balance. Bien sûr, parce qu'en fait, la boîte, en fait, elle était orientée sur une partie du marché de gaming. Le souci, en fait, là-dessus, où les choses bien, c'est qu'ils ont développé une techno incroyable. Les soucis, c'est que ce marché-là, il est petit. Et donc, en fait, il faut scaler. Et en fait, ces technos-là, c'est une super techno pour pouvoir commencer à faire d'autres choses avec ces technos-là et d'apporter différentes autres choses. C'est la meilleure manière de rendre la techno, l'offre, pérenne. Il faut qu'on soit rentable. On ne l'est pas encore. Donc, très concrètement, c'est de l'accès à des machines plus orientées business pour faire de la bureautique. Oui, il y a plein de choses, en fait. C'est que tu peux faire du SolidWorks, tu peux faire du développement des games aussi, d'accord? Tu peux développer du game à l'intérieur de Shadow. Bien sûr, tu peux en jouer. Et après, il y a des suites pour les bureautiques, mais pas seulement. Il faut développer d'autres services. Tout ce qu'il y a dans l'Office 365, il faut qu'on le propose. Donc, et ça, c'est une manière, en fait, de pérenniser l'ensemble. Parce qu'un service comme Shadow PC n'a aucune chance de survivre s'il est seul. Et c'est la même chose par rapport aux autres services. Aujourd'hui, si tu veux proposer l'email, d'accord? Essaye d'en faire une boîte qui survit sur l'email seul. T'arriveras pas, d'accord? Parce que les masses critiques, parce que les coûts, parce que... Et donc, tu dois l'assembler dans un bouquet. Et c'est la seule manière, en fait, de créer quelque chose qui soit pérenne dans le temps. On parlait de justement Amazon, et justement, ils ont cette stratégie-là d'être sur tous les marchés. Ils ont la musique, le cinéma... Ouais, bon, là, tu montes encore plus haut, c'est-à-dire qu'ils ont des conflits avec leurs propres clients. Et est-ce que ça, c'est le fait d'essayer de comme ça se diversifier et de grignoter du terrain sur toutes les verticales? C'est un piège, tu penses? Moi, je reste sur IaaS, sur OVH Cloud, et sur SaaS par rapport à Office 365 sur Shadow. Je rentre pas en conflit avec mes clients. Quelqu'un qui veut streamer de la musique, veut streamer des vidéos, c'est pas mon métier. Par contre, je fournis la meilleure infrastructure pour qu'il puisse le faire. Et je ne regarde pas à l'intérieur des données pour savoir combien de clients, combien de flux. Et du coup, essayer d'imaginer un super business model qui... Non, ça, c'est pas moi. Et alors, tu mentionnais que vous êtes récemment arrivé sur le marché nord-américain au Canada. Est-ce que tu penses que si tu voulais refaire ça aux États-Unis, ce serait quand même plus compliqué? En fait, c'est pour ça qu'on est allé au Canada. Parce qu'en fait, on ne se sentait pas capable d'aller à ces moments-là
en 2011, 2014, 2015 aux États-Unis. Pour aller aux US, c'est là qu'on a fait le plan suivant, 5 ans. On a levé 250 millions, on a pris des fonds d'investissement KKR, Thorey Brook, ils nous ont pris 10%, et on a pris quand même les Américains pour comprendre comment aller là-bas. Tu penses qu'ils vont laisser faire? Est-ce que tu ne crains pas que le petit, entre guillemets, acteur européen qui essaie de conquérir le marché américain, ça va pas se faire avec des bâtons dans les roues? Oui, on arrive sur un marché qui est quand même beaucoup connu par Amazon, Microsoft et Google, 3 petites boîtes du coin. On arrive avec nous, Français, oui, on est plus petit, mais on prend nos clients, on a de nouveaux clients qu'on gagne, parce qu'on propose une valeur que les autres ne proposent pas. On ne fouille pas dans les données de nos clients. D'accord? Les autres, il s'agit de la pharma, qu'il s'agit des vidéos, qu'il s'agit de plein de business, bah tu sais pas en fait. D'accord? Et donc nous, on n'a aucun conflit d'intérêt avec nos clients. Donc ça, les clients aux US, ils adorent ça. Les US, c'est notre deuxième pays. France, c'est le premier, les US, c'est le deuxième. C'est là où on croit quasiment à 80%. Et donc il existe une place pour une offre... Bien sûr, pour plein de raisons en fait, pour plein de raisons. Et d'ailleurs, on est le seul Européen qui arrive à cette taille-là. Dommage qu'il n'y en a pas d'autres. Peut-être qu'il y en aura d'autres, ce serait chouette. En tout cas, nous, on arrive à cette taille-là et parce qu'on répond à des besoins. Moi, je suis né en Pologne, communiste, d'accord? Donc, je connais un tout petit peu les différents systèmes, aussi bien communisme que capitalisme. Mais ma famille a fait de tous les côtés pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Tout cet état d'esprit européen, moi, je l'ai vécu, je le vis, en fait. Et c'est cette complexité-là, j'essaie d'inclure à l'intérieur de OVH Cloud pour que ça soit simple de l'autre côté, en fait, pour les clients. Tu dirais que c'est quoi, en termes d'état d'esprit, justement, les grandes différences entre ce que toi, tu as vu en entreprenant en Amérique et sur le sol européen? C'est quoi la différence de mentalité? Enfin, je vais donner 2 choses. Quand je suis allé en Pologne en 2004 pour créer la première filiale, je voulais les meilleurs de France pour la Pologne, d'accord? Et là-bas, j'ai rencontré un comptable qui m'a regardé faire pendant 3 mois. Il m'a dit « Non, mais nous, Octave, on s'en fout, on est des Polonais, on veut que tes services soient polonais, etc. etc. » Suite à ça, on a fait la stratégie du multilocal. C'est-à-dire, on n'arrive pas à une stratégie globale en disant que voilà, nous, c'est comme ça, etc. Non, on essaie de respecter le client local. Ça veut dire le contrat il est local, dans la langue locale. On encaisse en currency local. On a le support local, dans la langue locale. Et donc, on fait plus polonais que polonais en Pologne. D'accord? Et là, on a fait ça dans toute l'Europe. Et où est-ce qu'on va? Partout, on fait de la même manière. Deuxième chose, quand je suis parti au Canada en 2011, je me suis dit, tiens, je vais aller aux US, ça va être incroyable. Ils vont m'en mettre plein la gueule, ça va être, waouh, on va, nous, des Roubaisiens, des machins du Nord, on va vraiment comprendre ce que c'est le vrai cloud. Et en fait, au bout d'un an, je me suis dit, mais en fait, on est bon, hein. Sérieux, putain, on déchire, quoi. Donc, on ne devrait pas avoir de complexes vis-à-vis d'autres populations, d'autres personnes, aussi bonnes qu'ils puissent être. On est très bon en Europe, mais on se voit inférieur. Et donc, il faut qu'on retrouve cette confiance en nous à créer, collaborer et faire de manière européenne ensemble. Parce que c'est comme ça que nous, on veut consommer des produits européens. On demande à nous, à des boîtes européennes, des choses que parfois on ne demande pas aux Américains sous prétexte qu'ils sont américains. Justement, pour essayer de faire advenir ces initiatives-là, on a entendu beaucoup récemment parler de cloud souverain, de cloud de confiance. Tu parlais du fait que vous avez une offre auquel on fait potentiellement plus confiance, qui attire du monde. Est-ce que, ça a été un peu critiqué, mine de rien, ces histoires de cloud de confiance. Est-ce que quel est ton avis, toi, là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est des initiatives qui ont vraiment fait le taf ou dans tous les cas? Il faut reprendre un peu l'histoire. À un moment, d'ailleurs, on était super surpris, l'État a sorti 300 millions pour faire 2 clouds. On était déjà gros, d'accord? Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? Donc moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'était pas suffisamment présent à Paris et on n'avait pas des évangélistes à Paris. Donc j'ai mis des équipes et depuis, ça monte et on commence à nous connaître. D'accord? Et donc là, c'est autour de démarrage de ce cloud. Et qu'est-ce qui s'est passé avec 300 millions? Rien. Parce qu'il ne suffit pas de mettre de l'argent pour faire le cloud. C'est très compliqué. J'en parlais en fait des 3 dimensions. On développe des produits, des nouveaux produits. En même temps qu'on développe les pays et en même temps qu'on développe commercialement les différents segments de clients. Les 3 là, il faut faire en même temps. Tu prends un opérateur télécom, d'accord? Peu importe, d'accord, lequel. Par exemple, Orange. Il a combien de produits?
Il a l'accès Internet mobile. 2 produits. Combien de pays il est? En France, Pologne, Maroc, Espagne. Ok, quelques pays. Aller dans les autres pays, c'est compliqué. Les segments de clients, ils sont très bons. B2C, B2B, wholesale et différents trucs. Cloud provider, c'est 200 produits. C'est tous les pays et tous les segments du marché. D'accord? Donc, tu dois constamment réfléchir en 3 dimensions quand tu crées des business. Tu peux pas juste dire, moi, je vais faire ce produit-là, ici, etc. Tu dois immédiatement réfléchir comment le faire partout dans le monde, comment l'adresser dans tous les segments des clients. Et c'est ça qui est complexe. Le principe du fait que l'État veut créer un cloud souverain, tu y crois. Mais ça prend le temps qu'il faut, quoi. Je vais dire ça autrement. Demain, 100% de l'économie est sur le cloud. Ça, on le sait. Il n'y a pas une seule entreprise au monde qui ne va pas puiser de la valeur des data. Tout le monde va puiser de la valeur des data. D'accord? Ça va prendre 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais 100% de l'économie. Une fois que tu dis ça, l'économie est posée sur les data centers, sur les clouds. Comment tu veux faire politique d'un pays lorsque tu ne maîtrises pas le cloud provider puisqu'il vient d'un autre pays et régit d'autres lois, etc. Comment tu peux dire en tant que les politiques, OK, moi je vais diriger l'économie dans cette direction. Ben non, tu vas pas diriger dans cette direction. Puisque ça dépend du cloud, les data, comment c'est computé, etc. Tout dépend de là. Donc tu n'as pas la main sur l'économie, tu n'as pas la main sur la politique. Donc les politiques, je pense qu'ils n'accepteront pas de perdre la main sur leur métier, sur les pourquoi on vote pour eux, pour diriger un pays dans une vision. Ils sont là pour ça. Et pour le faire, pour l'exécuter, pour avoir la possibilité de le faire, il faut qu'ils maîtrisent ce qui est les fondations de l'économie de demain, qui sont les cloud providers. Nous, on répond à des lois locales, à toutes les lois locales, quel que soit le pays dans lequel on est. Et c'est normal. On respecte toutes les lois. Et on nous dit, vous tournez à gauche, on tourne à gauche. On tourne à droite, on tourne à droite. Donc, on pense que oui, dans certains aspects de l'économie, il va être nécessaire de travailler avec des entreprises comme la nôtre, j'espère qu'il y en aura d'autres, qui vont être conformes aux lois locales, tout simplement. Espérons. La dernière fois qu'on s'était... C'est ma vie, hein. Moi, j'ai plus que l'espoir. Je me lève tous les matins depuis 23 ans avec cette idée-là. Et je sais que ça ne se fera pas encore demain. Et je vais encore mettre 20 ans s'il faut pour arriver à construire ces cloud providers et arriver à fournir en Europe une alternative. D'accord? Moi, je suis déterminé à faire ça, en fait. Et il n'y a personne qui va me dérouter des choses. C'est pour ça, par exemple, je garde le contrôle de l'entreprise à 70%. Ouais. Pour pouvoir délivrer ce discours-là, ok, c'est cool, hein, il parle, hein, mais est-ce que je peux délivrer? Bah oui, j'ai 70% de la boîte. Personne ne va changer la stratégie de la boîte. Je vais aller dans cette direction-là par rapport à la boîte parce que ça fait le sens. Et j'ai les moyens de le faire. La dernière fois qu'on s'était croisés, c'était une fois où tu passais justement faire un live avec l'ancien CEO de Shadow, Emmanuel. Et j'avais trouvé très intéressante votre discussion, notamment de voir ta découverte d'un certain esprit de la start-up. Ouais. Et je me souviens que ça t'avait assez dérouté. C'est incroyable. Hein. Moi, j'ai fait les boîtes sans l'argent, d'accord? Donc, quand j'ai fait OVH, j'étais en découvert. En fait, c'est pire que ça. J'ai cherché du boulot, j'en ai trouvé dans une boîte et 3 semaines plus tard, j'ai démissionné. J'avais pas un rang. Je me suis dit, je peux pas faire ce job-là. Je peux pas vivre d'un truc où ça me passionne pas. Donc, je préférais ne pas être payé chez OVH et faire ce qui me passionnait que bosser dans une boîte et être payé. D'accord? Donc, je savais pas où est-ce que ça allait terminer. Bon, c'est cool. Aujourd'hui, c'est plutôt bien, mais à l'époque, c'était pas dit. Et donc, j'ai fait les boîtes rentables. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait gagner de l'argent pour investir, pour aller croître, pour aller chercher de nouveaux clients, développer les produits. Je ne connaissais que ça. Et avec Emmanuel, en fait, il m'a expliqué une boîte qui perdait de l'argent et ça va. Et j'ai dit, mais attends, mais à un moment, comment tu Enfin, c'était hallucinant. Hallucinant. Bon, ça a mal fini. Hein. C'est pas viable. Et donc là, j'ai compris, en fait, qu'il fallait une autre étape. Et c'est pour ça qu'on est allé à la bourse. D'accord? Pour ouvrir tous nos livres. Pour expliquer ce qu'on fait. Et pour avoir des tampons des différents experts, des différentes personnes qui savent faire la finance pour dire non, ils sont solides. Hein. Là, ils savent où est-ce qu'ils vont aller. Et derrière, laisser le cours de l'action, de juger la confiance qu'on peut nous donner ou pas. Une des activités que moi, je ne connaissais pas forcément, c'est celle que tu as de Startup Programme. Je ne sais pas comment tu appellerais ça, mais on a notamment pu voir Alain Aspect tout à l'heure en vidéo, qui a une startup chez vous, je ne sais pas si on dit ça, mais qui est une startup chez vous. Qu'est-ce qui, toi, parmi tous les projets que tu vois grâce à ça aussi, c'est quoi éventuellement un projet
que tu trouves particulièrement intéressant, que tu as vu? Non, mais il n'y a pas un, il y a plein d'idées. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. C'est que tu as beau travailler dans ces métiers-là depuis autant de temps, avoir toutes les idées, et puis à un moment, tu regardes une start-up, tu fais une meeting et tu te dis, wow, j'y ai pas pensé. Putain, c'est génial ce qu'ils font. Et c'est tous les jours. Et c'est tellement excitant. On vit un moment incroyable de l'histoire, en fait, où tout se transforme. Mais s'il y a un sujet, c'est vraiment quantique. En fait, il faut bien voir, c'est que tout le siècle dernier était basé sur l'atome. Einstein, tout, et plein d'innovations. Celui-là, c'est le quantique. Et on ne comprend pas encore ce que ça veut dire parce que le quantique est exponentiel. Donc on ne réfléchit pas de manière exponentielle, on réfléchit linéairement. Donc on dit, ouais, ça va... Non, ça va être énorme. On ne comprend pas... Je ne sais pas si on va résoudre tous nos problèmes aujourd'hui avec quantique. Je sais rien. En tout cas, on continue à approfondir la connaissance de l'univers. On pense tout connaître, mais on ne connaît rien. Lorsque tu te projettes à plusieurs siècles en avant, on va approfondir notre connaissance de l'univers avec tout ce qui se passe à l'intérieur. Et aujourd'hui, on a on a une petite idée de ce qui est l'univers, comment ça fonctionne, les lois qui régissent tout ça. Et on voit avec quantique qu'il y a plein de trucs qui se passent et on ne sait pas pourquoi ça se passe. Et c'est génial, en fait. Il faut continuer à investir, il faut continuer à chercher. Et là, dans quantique, c'est justement cette falaise, en fait, de connaissances. C'est vide, en fait. Tu jumps dans un truc et c'est waouh, c'est énorme, on peut tout réinventer. J'ai une communauté de plein de jeunes passionnés par la tech qui vont peut-être entreprendre aussi en France. J'espère. J'espère. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Il faut croire dans ses rêves. Moi, quand j'ai créé OVH, je trouvais pas l'argent, personne ne voulait. Donc, et puis, bon, on était fauchés. Ma mère a trouvé, je sais pas combien, un peu d'argent pour créer la boîte. J'ai emprunté encore et j'ai créé la boîte. Il faut s'accrocher, il faut croire, il faut avancer. Peut-être vous allez avoir faux et à un moment, vous allez vous rendre compte. Mais il faut vivre ces moments-là incroyables de l'histoire dans lesquels toutes les cartes sont redistribuées et peut-être il y a une carte pour vous. C'est le moment de la saisir. Merci, Octave. Merci. Si le quantique vous intéresse, on avait reçu un expert du quantique qui nous avait montré sur le plateau comment il pouvait développer en Q# sur un ordi quantique à des centaines de kilomètres. C'était incroyable et c'était dans cette vidéo. Je vous laisse aller voir.